Bonsoir, bienvenue au Club d'Orloté, le podcast qui apporte des clés de compréhension pour prendre soin de soi et des autres. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous parler de mon expérience de 5 jours en solo à marcher sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'avais envie de vous parler de cette expérience parce que c'est la première fois que je partais toute seule faire ce genre de choses. Je suis jamais partie toute seule en voyage, j'ai pas beaucoup voyagé dans ma vie pour l'instant. En tout cas, pas énormément et pas autant que ce que je souhaiterais. Et je suis très rarement partie en randonnée toute seule et encore moins sur plusieurs jours avec juste mon sac à dos, ma tente et mon duvet et un petit peu à manger et à boire sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. C'était assez nouveau pour moi, je pensais pas du tout en être capable, je suis trop heureuse de l'avoir fait. Là, c'est encore tout frais, je suis rentrée depuis 2-3 jours, c'est pour ça aussi que je voulais vous enregistrer cet épisode maintenant, tant que c'est encore frais dans ma tête. Donc je dirais que c'est plutôt un épisode que je vais enregistrer à chaud en fonction de mon vécu là tout de suite de la semaine dernière, donc c'est vraiment encore assez récent. Et il y a peut-être des choses que je mettrai à jour, entre guillemets, d'ici quelques temps ou quand j'aurai continué le chemin dans plusieurs années. On m'a demandé pourquoi je le faisais. Alors j'ai cherché, même si je pense que c'est pas toujours évident de chercher son pourquoi. Là, j'aimerais vous dire que je ne sais pas pourquoi je l'ai fait. À part pour vivre une expérience solo sur plusieurs jours, mais du coup c'est juste le thème de l'épisode. Mais j'ai pas réellement de pourquoi. Je sais que j'étais là parce que j'avais envie d'être là, mais je ne sais pas pourquoi j'étais là. C'est plus comme ça que je le formule. Je sais pas du tout ce que je suis allée chercher, je sais pas du tout ce pourquoi je partais quand je suis partie. Peut-être que j'aurai les réponses plus tard, peut-être que les réponses je les ai déjà, c'est juste que je les ai pas encore identifiées. Mais j'ai pas vraiment de pourquoi à part voir un petit peu ce qui se passe quand je pars toute seule plusieurs jours, seule avec moi-même, parce qu'on va en parler, j'ai pas croisé énormément de monde, je m'attendais à croiser beaucoup plus de monde que ça. Donc le pourquoi est encore assez flou, c'est la première question qu'on m'a posée. En fait, hier soir, je vous ai posé une petite story avec une boîte à questions pour que vous puissiez me poser les questions qui vous venaient pour vis-à-vis de cette expérience. Et la première, c'était ce pourquoi, mais j'avoue que pour l'instant, j'ai pas la réponse. Ou peut-être qu'elle est en moi, mais elle se manifeste pas pour l'instant. Où est-ce que je suis partie ? J'ai fait la vallée du Célé dans le Lot. Je suis partie de Figeac jusqu'à Cahors. Donc après la fin, les 2 dernières étapes, j'étais plus trop sur la vallée du Célé. J'étais plutôt sur la vallée du Lot pour rejoindre Cahors. Mais ça reste dans le département du Lot. Au départ, c'était pas forcément là que j'avais envie de partir. Ça s'est présenté à moi petit à petit. En fait, l'année dernière avec Raphaël, on est parti du Puy pendant 5 jours jusqu'à Aumont-Aubrac. Pour ceux qui connaissent un petit peu le coin, on n'a pas fait après Nasbinal, Conques, etc. que j'adorerais faire et qu'on fera, je pense, d'ici quelques mois ou l'année prochaine. En fait, quand j'ai su que j'allais partir toute seule, potentiellement, puisque Raph n'était pas en mesure de m'accompagner pour cette semaine-là en tout cas, pour des raisons de santé, pour des raisons professionnelles, pour plein de raisons, j'ai cherché le plus simple, sachant que j'allais être toute seule avec mon sac à dos, etc. Est-ce que je partais dans une région que je connais déjà, toujours en étant sur le chemin ? Est-ce que je continuais pile là où on s'est arrêté pour vraiment continuer le chemin et on reprendrait et ainsi de suite, puisqu'on a envie d'avancer sur une semaine par an à peu près. Donc on verra, on va mettre plusieurs années à le terminer. Il y a même... j'ai découvert du coup en faisant mes recherches aussi qu'il y avait le chemin italien pour Saint-Jacques-de-Compostelle, qu'il y avait le chemin aussi portugais qui a l'air sublime. Donc voilà, peut-être qu'on fera juste par petits bouts comme ça et ça ira très bien. Parce qu'il y a aussi des tronçons, des passages, des régions où c'est en tout cas peut-être moins intéressant à mon sens quand c'est des régions qu'on connaît très bien et qui sont pas les plus belles et les plus touristiques. Je pense au Gers. J'ai rien contre les Gersois, mais c'est vrai que la partie gersoise du chemin de Saint-Jacques est pas forcément la plus agréable. C'est beaucoup de routes goudronnées, ce genre de choses. En général, quand on est marcheur, on n'apprécie pas trop ce genre d'étape. Donc je sais pas si on passera par là un jour. La vallée du Célé, c'est venu assez tard. Je pense que j'ai su que je faisais la vallée du Célé 10 jours avant de partir. Au départ, je me questionnais, est-ce que je repartais de Aumont-Aubrac jusque Conques ?
Est-ce que je faisais la dernière partie du chemin français jusqu'à Saint-Jean-Pied-de-Port pour être pas trop loin de la maison si jamais il y avait un souci, si jamais il y avait besoin de venir me chercher? En gros, j'essayais de peser un peu le pour et le contre et en discutant avec, des amis un mois avant que je parte, juste comme ça, où je leur disais: «Beh, je suis peut-être en train de me motiver». Je mettais toujours le peut-être pour, au cas où je le fasse pas réellement. Je leur disais: «Je vais peut-être, faire, Saint-Jacques-de-Compostelle toute seule, en tout cas sur quelques jours». Et on avait brièvement parlé, c'était vraiment au détour d'une conversation, on avait parlé du département du Lot, de la vallée du Lot, et cetera. Et je me souviens même pas qu'on ait évoqué la vallée du Célé, mais on avait parlé, voilà, du Lot, de la variante de Rocamadour, et cetera. Mais c'était très bref et je sais pas, ça a dû rester dans un coin de ma tête assez inconsciemment et ça s'est présenté, 15 jours avant que je parte. Où là, en fait, en faisant mes recherches, j'ai vu qu'il y avait... en fait, je suis tombée sur des images du chemin du halage, du chemin de halage ou du halage, je sais plus exactement, qui mène vers Saint-Cyr-la-Popie, qui est un chemin qui est creusé dans la roche, donc c'est pas très long. Je m'attendais à ce que ça soit beaucoup plus long, mais là, pour l'avoir fait, c'est pas très long, mais ça a vraiment été creusé dans la roche. C'est magnifique comme endroit et on longe le Lot. Et j'ai vu qu'on pouvait passer par cet endroit-là, soit en passant par la voie classique, en continuant le GR65 que j'avais commencé avec Raphaël l'année dernière, soit en faisant la vallée du Célé, qui est plus sauvage, où il y a un petit peu moins de passages, et le Célé, donc c'est une plus petite rivière que le Lot, et voilà, il y a un côté avec vraiment des falaises, des forêts, et à la fois des grandes plaines sur les plateaux, qui peuvent faire penser à l'Aubrac d'ailleurs un petit peu. Donc voilà, je me suis dit, peut-être pourquoi pas la vallée du Célé. Du coup, j'ai commandé le Miam Miam Dodo, donc le guide qui, je crois que sur le même ouvrage, il y a la voie du Célé et la voie de Rocamadour qui partent toutes les deux de Figeac. Donc si jamais je changeais d'avis, je pouvais aussi faire la voie de Rocamadour au dernier moment. Voie qu'on fera, je pense, mais du coup pas cette année, je l'ai pas faite cette année. Mais on la fera parce qu'apparemment l'arrivée à Rocamadour est juste incroyable. Voilà, donc j'ai fait la vallée du Célé dans le Lot et une partie de la vallée du Lot pour rejoindre Cahors. En tout, j'ai parcouru un petit peu plus de 130 km parce que j'activais pas forcément à chaque fois. Il y a eu des périodes où mon téléphone était éteint, donc comptait pas forcément le nombre de kilomètres que je faisais. J'ai fait un petit peu plus de 130 km en tout à pied. J'ai rejoint depuis Bagnères, j'ai rejoint Figeac en train et je suis aussi rentrée en train. Là aussi, j'avais envie d'un voyage assez slow, voilà, pas prendre l'avion, pas forcément avoir à prendre la voiture. J'ai simplement pris la voiture pour qu'on puisse me déposer en gare de Lourdes, mais sinon j'avais envie de quelque chose d'assez doux comme voyage, donc ça a été assez long de rejoindre Figeac. J'ai mis plus de 8 heures, 3 heures, 3 trains différents avec des bonnes correspondances à rester sur place, mais ça l'a fait. Et le reste à pied avec mon sac à dos, ma tente, mon duvet, parce que j'avais pas du tout réservé de gîte d'étape. Je préfère soit dormir en camping avec ma tente, c'est mon confort, c'est honnêtement, et cette semaine-là me l'a encore confirmé, on en parlera plus tard. Ou sinon bivouaquer, si je me laissais la possibilité en fait de bivouaquer si j'en avais le besoin et l'envie. Donc j'avais vraiment envie d'avoir tout ce qu'il me fallait sur mon dos directement et être parfaitement autonome pour ce voyage, puisque du coup pour moi c'est un vrai voyage dans tous les sens du terme. Donc voilà, j'avais tout mon sac à dos rempli, qui était assez lourd, on va en parler après parce qu'on m'a beaucoup posé la question de l'équipement, le contenu du sac, le poids du sac. Je suis partie avec un sac de plus de 17 kilos. Alors je recommande pas du tout. Les personnes qui dorment en gîte, on leur conseille d'avoir un sac à dos. Donc en général, c'est des personnes qui n'ont même pas forcément de sac de couchage et ni de tente, ni de matelas, ce genre de choses. Du coup, ça allège quand même un petit peu le sac. On conseille un sac de moins de 10 kilos. Là, les personnes que j'ai croisées, leur sac faisait 7-8 kilos. Honnêtement, pour être tout à fait honnête, c'est hyper confortable avec un sac de 7-8 kilos pour avoir fait 5 jours de chemin avec un sac du double, voire plus, parce que j'ai pesé avant de mettre mon eau et ma nourriture. Donc je pense qu'on était plutôt dans les alentours de 18 kilos facile. Au final, 7-8 kilos, c'est limite facile. Donc en général, c'est ce qu'on conseille si vous ne dormez pas en tente. Après, c'est sûr que moi, ma tente est assez lourde. C'est pas du tout une tente de trek.
Il faudra que j'investisse dans une tente plus légère, à l'évidence, pour les prochaines sessions des chemins, parce que franchement, c'est lourd, même si je sais que je peux le faire. Après, je vais prendre de l'âge aussi, à force de le faire petit à petit par année, donc je pourrais pas forcément porter un sac de quasiment 20 kilos sur le dos en permanence et tous les ans. Là, je l'ai fait. Je me suis servi de tout ce qu'il y avait dans mon sac, donc j'ai vraiment pas pris de superflu parce que tous les jours, je me servais de tout ce qu'il y avait dans mon sac. Donc, au final, c'est vraiment le souci de l'équipement technique. En termes, voilà, ma tente doit faire déjà 5 kilos, donc forcément, ça pète les scores. En termes de poids sur le dos ensuite, mais je me suis servi de tout ce qu'il y avait dans mon sac. J'ai pris des choses aussi un petit peu de confort parce que c'est la première fois que je partais toute seule. Je savais pas si j'allais être à l'aise, donc j'avais besoin de mon confort. Donc j'ai pris un livre, j'ai pris des choses qui m'ont... j'ai pris de quoi changer mon haut tous les jours. Je voulais pas remettre un t-shirt sale entre guillemets, honnêtement je sentais la transpiration de ouf, donc j'avais pas du tout envie de remettre le t-shirt de la veille, soit pour dormir, soit pour refaire une journée de marche, sachant que je dormais en camping. J'avais quand même envie d'avoir un minimum de confort. J'allais pas dormir sur des matelas dans des gîtes, donc le minimum c'est d'être dans des vêtements propres dès le matin. Donc voilà, je me suis pris suffisamment de confort. Je savais qu'après ça allait me faire plus de poids sur le dos, mais je me suis servi de tout ce qu'il y avait dans mon sac chaque jour, donc je pense que je me suis pas trop trompée. Ensuite, en termes, pour le poids, je pense, parce que c'est une des questions qui revient beaucoup, je pense que si vous avez un sac d'une dizaine de kilos, voire un peu moins, c'est très bien. Tout dépendra après de votre matériel de bivouac, en fait, si c'est lourd ou pas. C'est juste ça, moi, ma tente de 5 kilos, c'est beaucoup trop. Donc c'est juste ça que je changerai pour les prochaines, je pense. Je crois que mon sac de couchage est assez compact et il est pas très lourd, donc c'est pas tellement ça le problème. Moi, c'est vraiment la tente qui a posé souci. Et après, en termes d'équipement, moi, je fais le choix de ne pas utiliser de bâton. Alors, à tort ou à raison, j'en ai aucune idée. Je m'en sers déjà pas quand je randonne en montagne, même avec un dénivelé beaucoup plus important que ce que je vais parcourir durant ces 5 jours en étant toute seule. Mais je n'ai pas de bâton et ça ne m'a pas manqué là sur cette session de Saint-Jacques-de-Compostelle. Je vois tellement... En fait, si vous voulez, j'ai tellement croisé de personnes qui utilisent mal leur bâton que je préfère ne pas en avoir, en fait. Je préfère ne pas en avoir et que ça ne m'encombre pas plutôt que d'en avoir et en fait de pas savoir quoi en faire ou de mal les utiliser ou que ça me fatigue encore plus, que ça me prenne encore plus d'énergie alors que normalement, c'est censé nous économiser un petit peu plus d'énergie, de pouvoir prendre appui, etc. J'en ai pas l'utilité, donc j'en ai pas utilisé. Hyper important, j'avais pris de quoi me couvrir du soleil, j'avais pris de quoi me couvrir de la pluie, puisque le premier jour j'étais sous la pluie. Mais après, en termes d'équipement, une bonne paire de chaussures. Moi, c'est des chaussures de randonnée un petit peu montantes qui me tiennent la cheville. J'ai tendance à tourner facilement mes chevilles sans me les tordre, mais ça a tendance à bouger un peu. Donc une bonne paire de chaussures et après j'avais pris mes genres de tongs, c'est des Birkenstock en plastique qui peuvent aller sous l'eau, donc dans les campings, dans les douches, c'est pratique. J'ai vu aussi que certaines personnes alternaient en termes de chaussures, prenaient en fait une chaussure de rando et une espèce de paire de baskets plus légère et alternaient, faisaient un jour avec les chaussures de rando, un jour avec une paire de chaussures de rando mais plus légères au type basket. Je sais pas, il y a des personnes pour qui c'est game changer. Je sais pas si... en tout cas, moi, ça m'a pas gênée. J'ai eu des ampoules, mais que le dernier jour. J'ai des très bonnes chaussures, j'avais prévu de très bonnes chaussettes. On en a parlé là avec une amie aussi qui fait beaucoup de rando. Et on se disait que vraiment, la chaussette de rando, on n'en parle pas assez. En fait, on parle beaucoup d'avoir de bonnes chaussures. Mais en fait, les chaussettes sont tout aussi importantes que les chaussures, si ce n'est plus. Moi, j'avais des chaussettes en pure laine de mérinos. Et franchement, niveau ampoule, niveau transpiration, niveau humidité, ça a été incroyable. J'avais pas du tout les pieds humides, même sous la pluie. Niveau transpiration, je pense que ça a aidé. Et c'est ce qui a fait que j'ai pas eu d'ampoule à part une toute petite le dernier jour.
Alors que sur la session précédente avec Raphaël l'année dernière, j'ai eu une énorme ampoule au bout de 2 jours. Ce qui fait qu'au bout du 4e jour, fin du 4e jour, on a dû s'arrêter. Parce que clairement, j'étais à vif et j'étais blessée. Donc c'était pas du tout possible, même avec des pansements. Enfin là, du coup, en fait, si vous voulez, je pars du principe que faire ce type de randonnée comme ça sur plusieurs jours, pèlerinage ou pas d'ailleurs, on en parlera après, faut que ça reste un plaisir. Si au bout de quelques heures, quelques jours, il arrive un truc qui fait que vous vous régalez pas, souvent de douleurs physiques, blessures à un tendon, blessure à une entorse, ou ce genre de choses, c'est pas nécessaire de continuer si c'est pas un plaisir et si ça reste pas agréable en fait. Moi je le fais pas du tout pour que ça soit un challenge, pour que ça soit douloureux, pour que même si par moments c'est difficile, c'est pas le but recherché. Et s'il y a une blessure ou une douleur qui fait que c'est difficile de continuer en prenant du plaisir, ça sert à rien en fait. Donc de pas aller au-delà de nos limites. Et là, moi, l'ampoule, ça devenait plus du tout un plaisir, donc il était temps d'arrêter. Après, là, sachant que j'en ai pas eu, du coup, je me suis vraiment encore plus régalée parce que mes pieds n'étaient pas J'avais mal aux pieds en fin de journée, c'est normal quand on marche plus de 6 heures avec un gros sac à dos sur le dos et qu'on marche sur plein de types de sols différents. Des cailloux, des chemins de boue, des routes goudronnées. C'est normal d'avoir mal aux pieds, mais j'avais pas ce truc en plus de frottement, d'ampoule, d'inflammation hyper relou, où tu sens en fait que t'es en train de te faire mal. Voilà, j'avais pas ça, donc franchement ça va. Pensez vraiment aux chaussettes. Chaussettes, une bonne paire de chaussures, casquette, chapeau, sac à dos, et vous êtes bien, un bâton ou pas si vous voulez. Kawaii si besoin, enfin une espèce de poncho. Bon, forcément, quand au bout de 3 jours de pluie, il est plus trop étanche, enfin, il reste très humide. Mais en termes d'équipement, je pense que ça suffit. En termes de sac à dos, moi, c'est un sac de 70 litres que j'avais. La plupart le font avec un sac de 50 ou de 50 plus 10. Il y a des genres d'extensions un peu. Voilà, je pense que c'est tout. Et ceux que vous verrez sur le chemin, parce que du coup je l'ai appris là en le faisant, je comprenais pas comment ils faisaient, ceux que vous verrez sur le chemin avec des tout petits sacs à dos de 10 litres, c'est qu'en fait ils se font porter leurs affaires de gîte en gîte par des entreprises qui font ça. Je sais plus trop les noms. Mais en gros, là, pour le coup, il faut avoir déjà préparé son itinéraire et être sûr des gîtes d'étapes où vous vous arrêterez chaque soir pour pouvoir récupérer vos affaires. Et ils prennent jusqu'à, si vous êtes tout seul, il me semble que ça peut aller jusqu'à 12 kilos par personne. Après, c'est pas donné, c'est un budget conséquent quand même sur une semaine de marche ou sur 15 jours ou sur tout un pèlerinage. Mais c'est vrai que pour des personnes un peu plus âgées ou qui ont des pathologies particulières avec des besoins particuliers, de pas se porter 10 kilos sur le dos, c'est quand même très cool. Donc voilà, toutes les personnes que vous verrez avec des bâtons et hyper équipées pour la randonnée, mais avec un tout petit sac à dos, c'est qu'en fait, leurs affaires arrivent directement de gîte en gîte tous les soirs. Et apparemment, ça s'est toujours fait. Ça se développe beaucoup ces dernières années. Parce que je crois que depuis le Covid, ça a explosé. Il y a énormément de gens sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, quelles que soient les variantes. Mais ça a vraiment explosé là ces dernières années. Et du coup, c'est un service qui est proposé et qui juste coûte un petit peu plus d'argent dans le budget que vous pouvez allouer à ce genre d'expérience. Ensuite, on m'a demandé est-ce que c'est bien signalé ou est-ce qu'il faut prévoir carte GPS, comment ça se passe pour le téléphone, est-ce qu'il y avait du réseau, etc. J'ai eu du réseau quasiment tout le temps. Alors, j'étais pas en 5G en permanence. Certains soirs, c'était juste 3G au camping et voilà. Mais dans la journée, c'est très rare. Je crois que c'est que le 3e jour où pendant quasiment 3 heures, ce qui est quand même beaucoup sur une journée de marche, pendant 3 heures, j'étais sans réseau, sans rien. Surtout que j'étais partie assez tôt ce jour-là, on va en parler. Voilà, juste j'avais pas... En général, quand c'est comme ça, je préviens. Donc là, en l'occurrence, je prévenais Raphaël de l'endroit où je partais et d'à peu près là où j'étais censée arriver pour qu'il ait une idée de l'itinéraire. Et là, ce jour-là, pendant 3 heures, j'avais pas du tout de réseau. Ni pour téléphoner, ni de 4G, 5G, ce que vous voulez. Et sinon, la plupart du temps, c'était 4G, 3G, mais comme on peut avoir en montagne aussi vers chez nous,
Donc ça m'a pas perturbée plus que ça, à part les 3 heures d'affilée où je me disais punaise, c'est vrai que ça peut être long. Et surtout qu'on peut très vite être isolé, mais pas de souci particulier. Pour la batterie du téléphone, moi je dormais en camping tous les soirs. Donc je rechargeais mon téléphone et j'ai une batterie solaire que je peux aussi brancher sur secteur et charger. Ce qui fait que j'ai jamais eu de souci de batterie. Ensuite, est-ce que c'est bien signalé? C'est extrêmement bien signalé. Moi, le Miam Miam Dodo, je le consultais que le soir. Donc, c'est le guide pour les hébergements, pour la nourriture et aussi pour le tracé, en fait, tout simplement du parcours et du circuit. Le guide, je le gardais dans mon sac à dos, je le consultais que le soir, tellement la journée, tout est hyper bien signalé. J'ai jamais eu de soucis. C'est tout simplement le balisage de GR, donc c'est, il me semble, si je me souviens bien, je l'ai tellement vu, mais du coup je l'ai plus en tête, une bande rouge et une bande blanche juste en dessous, 2 bandes horizontales, avec des bandes en plus s'il y a besoin de tourner. Donc si vous connaissez un petit peu le balisage des randonnées, c'est ça. Et souvent on était aussi sur le même circuit que d'autres randonnées, donc il y avait un balisage jaune en plus. Et quand vous n'êtes pas sur le bon chemin, ça vous met une croix avec les couleurs de votre tracé, donc de votre GR ou autre chose. Il y a aussi le sentier des Anglais, je crois, dans ce coin-là. Donc des fois, on était plus ou moins sur les mêmes circuits. Mais c'est hyper bien balisé et tu peux pas te perdre. Tant que tu ouvres tes yeux, même des fois, il me manquait un symbole et j'avais un peu un doute. J'avançais de 200 mètres et en fait, un peu plus loin, je voyais un arbre avec le balisage et je savais que j'étais au bon endroit. Donc honnêtement, c'est hyper bien balisé et on peut pas se perdre. Et on avait eu le même ressenti et c'est même encore plus balisé avec plein de petits panneaux que les gens peuvent rajouter aussi chez eux ou dans leur commune. Au début du chemin, en partant du puits l'année dernière avec Raph, honnêtement, tu peux pas te perdre. Et surtout, s'il y a d'autres personnes sur le chemin avec vous, l'idée c'est de plus ou moins les suivre. Là, ce qui s'est passé sur la vallée du Célé, comme il y a aussi d'autres itinéraires. La plupart du temps, je croisais des gens à contresens. Donc je croisais des gens qui me croisaient. Et eux me disaient que voilà, j'étais dans le bon sens. C'était eux qui suivaient juste d'autres circuits parce que forcément, c'est des régions aussi très touristiques en France où il y a d'autres circuits de randonnée qu'on peut faire. Et la plupart du temps, toutes les personnes que j'ai croisées étaient en fait à contresens, mais parce que eux faisaient pas le chemin. Et on en parlera d'ailleurs après, mais j'ai moins eu la sensation d'être sur un chemin de pèlerinage cette fois-ci par rapport à l'année dernière. L'année dernière, on a fait la messe de départ du puits et on a vraiment croisé que des personnes qui étaient dans le même sens que nous, avec la coquille sur le sac à dos et qui étaient vraiment en pèlerinage, qui étaient vraiment en train en tout cas d'être là pour être sur les chemins de Saint-Jacques, au-delà du pèlerinage religieux. Là, c'est un peu ce qui m'a manqué, c'est que je me retrouvais aussi avec des touristes ou des camping-caristes qui faisaient la randonnée sur la journée, par exemple, et moins cette ambiance de pèlerinage et chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais à partir du moment où les gens identifient que vous avez la coquille sur le sac, très important en termes de matériel aussi, c'est vrai que j'en ai pas parlé. Mais la coquille sur le sac, c'est vrai que c'est un signe assez évident pour s'identifier en tant que pèlerin et en tant que marcheur sur Compostelle. Donc ça peut être quelque chose à prévoir et à rajouter sur le sac ou sur vous. Mais du coup, pas besoin de carte ou de GPS à sortir dans la journée, à part arriver dans les villages où le chemin continue. Mais si c'est votre village un petit peu où vous aviez prévu de pique-niquer le midi, là, moi, de temps en temps, je regardais sur Google Maps pour me situer par rapport aux boulangeries, aux épiceries, aux restaurants, cafés, etc. Mais un peu comme je pourrais le faire chez moi à Bagnères. Mais sinon, pas du tout besoin de sortir ni le guide, ni la carte, ni le GPS dans la journée. Il suffit juste de suivre le chemin et de suivre les balises et en fait, on arrive toujours à bon port. Justement, comment se passent les repas? Est-ce qu'il faut prévoir du lyophilisé ou autre, comme sur un GR par exemple? Ou est-ce qu'il y a de quoi sur la route? Et on m'a dit, est-ce que c'est difficile de s'organiser? Comment faisais-tu pour les repas? Je vous lis les questions comme ça, vous les avez aussi en tête. Pour les repas, moi j'avais des compotes et des crackers dans le sac, au cas où. Et des barres de céréales. Ça, pour le coup, c'est des choses que j'avais achetées avant mon départ, que j'avais mis d'emblée dans mon sac. Et après, l'avantage du Miam Miam Dodo, donc pour le guide dont je vous parlais, honnêtement, je vous conseille de le prendre, même si vous faites que la voie classique du GR65. Il existe pour le GR65. Il est trop bien fait. Il est mis à jour. Donc moi, là, j'ai l'édition 2024, forcément. Mais c'est une édition qui est mise à jour tous les ans.
où en gros ils font le boulot de recontacter tous les hébergements et tous les lieux un peu de restauration pour vous proposer en fait la dernière mise à jour avec les bons horaires, etc. Et je n'ai pas eu de soucis. Je me suis toujours débrouillée le midi pour trouver soit une épicerie, soit une boulangerie, soit un restaurant pour faire une vraie bonne pause, ce qu'on ne faisait pas l'année dernière avec Raph. On avait tendance à vraiment avancer pour arriver à 13h30, 14h au camping et là se poser et manger. Là, moi, j'ai fait le choix en étant toute seule de bien avancer le matin, mais si à midi j'étais pas arrivée ou qu'il me restait encore 3-4 heures de marche, c'était ok que je m'arrête plus d'une heure pour souffler un peu, pour manger. J'enlevais pas mes chaussures parce que bon, ça aussi c'est un peu un débat. Il y en a vraiment qui enlèvent leurs chaussures plusieurs fois par jour, qui se massent les pieds avant de repartir. Moi, si je les enlève, je les remets pas. Donc, je les enlevais pas, mais je faisais une vraie pause. Du coup, alors ça m'est arrivé de manger dans des restaurants, ça m'est arrivé de manger dans des genres de petits snacks où il y a une petite table avec une chaise, on peut s'asseoir, profiter de se poser un peu. Poser le sac, en fait, moi, c'était juste ça, mes pauses, c'est surtout de poser le sac et de pas le garder sur le dos. Mais on trouve très facilement boulangerie, snack tout au long du chemin. Il y a même des gîtes qui mettent des petites tables sous des parasols et qui peuvent vous proposer café, thé sur Donativo. Donc Donativo, c'est ce qu'on appelle sur donation, vous donnez ce que vous voulez. Et ça, plein de fois au bord du chemin, on trouve des thermos de thé, de café, d'infusion. Ça, c'est trop bien, je suis tombée là-dessus quand j'étais sous la pluie et ça m'a fait un bien fou. Des fois, ils mettent des petites boîtes de madeleine, des petits sandwichs, des œufs durs, ce genre de trucs. Et ça, c'est sur donation, vous donnez ce que vous voulez. Donc ça, c'est vraiment l'esprit chemin et l'esprit pèlerin. Donc c'est trop, je sais pas, c'est trop cool. Ça met trop une ambiance particulière. Et après, le soir, comme je dormais en camping, je mangeais en général sur les lieux du camping quand il y avait ce qu'il fallait. En général, tous les campings ont plus ou moins un snack ou un soir, il y avait une pizzeria en fait attenante au camping et honnêtement, le soir, on a la dalle quand on a marché 5-7 heures dans la journée. Du coup, voilà, je vous avoue qu'un soir, je me suis pris un burger et un soir, une pizza que j'ai partagée avec 2 personnes qui faisaient le chemin. Elles m'avaient gentiment proposé, elles avaient vu que j'étais toute seule au camping, elles m'ont gentiment proposé, c'était une mère et sa fille, Ghislaine et Sandra, qui n'écouteront sûrement pas cet épisode. En tout cas, si un jour elles tombent dessus, merci du fond du cœur parce qu'on avait passé un trop bon moment et j'étais très touchée. Elles ont vu que j'étais toute seule et elles m'ont proposé de m'asseoir à leur table en fait pour le repas et en fait on a partagé le repas la veille ensemble et elles m'ont proposé le lendemain avant de reprendre la route de partager le petit déjeuner avec elles, même si on n'a pas marché ensemble durant la journée parce qu'on n'avait pas forcément le même rythme. J'ai vraiment apprécié passer ce moment avec elles, c'était trop cool. C'était dès le premier soir. Autant le premier soir à Figeac, en arrivant, j'étais vraiment solo et le deuxième soir, c'était trop cool parce que ça s'est fait comme ça, hyper naturellement. Et ça, pour le coup, c'est ce qui m'a manqué sur le reste du parcours. C'est vraiment cet esprit marcheur, pèlerin, très Compostelle en fait, de fonctionner comme ça. Et ça m'a beaucoup touchée, moi qui n'ai pas du tout dormi en gîte, à part le dernier soir, mais on en reparlera. Où là, normalement, forcément, comme vous êtes qu'avec des personnes qui sont sur le même chemin, qui sont dans le gîte avec vous, vous pouvez plus créer des liens qu'en camping tout seul dans votre tente. Donc, c'est là aussi qu'il faut voir ce que vous préférez faire, si vous préférez réserver des gîtes et croiser du monde tous les soirs, ou si vous préférez être beaucoup plus... Moi, je suis très sauvage, donc mon confort dans ma tente, j'avoue que j'apprécie. Et ne pas toujours devoir parler à quelqu'un ou quoi. Il y a des moments c'était appréciable et d'autres moments où je préférais être vraiment solo. Donc ça dépend en fait comment vous voulez le vivre. Et donc pour dormir, te laver, trouver de l'eau. De l'eau, il y en a souvent au bord du chemin, soit chez des particuliers, soit dans les villages. Donc en général c'est près de l'église ou près du cimetière et tout ça c'est référencé dans le Miam Miam Dodo. Et sinon, c'est au bord du chemin, en fait, vous trouvez, des fois, il y a juste un tuyau, des fois... Honnêtement, de l'eau, on en trouve systématiquement. Et ça, c'est vraiment cool. Et c'était valable aussi en partant du puits l'année dernière. Et je crois que c'est valable sur tout le long du chemin. Juste prévoir, ne pas attendre d'être à sec pour remplir sa bouteille d'eau, enfin sa gourde. Mais de l'eau, on en trouve. Pour me laver, en camping tous les soirs. Et pour dormir tous les soirs en camping, à part le dernier soir où j'ai été en gîte. Mais je vous raconte après parce que c'est un peu long. Quelles étapes as-tu faites? Comment as-tu choisi tes points d'arrivée pour dormir?
L'objectif de jour en jour, c'était d'arriver à un camping pour que je puisse dormir parce que les premiers jours, je me sentais pas de bivouaquer toute seule. J'attendais de voir déjà en camping toute seule ce que ça donnait avant de bivouaquer. Surtout que on parle de la vallée du Célé, donc c'est des gorges. C'est beaucoup de tout petits chemins dans la forêt ou au-dessus des falaises ou sur les berges. Et en fait, il y a très peu de... Si vous voulez, c'est pas des grandes plaines comme on peut voir au début du chemin en partant du puits avant l'Aubrac, tout ça. Du coup, je savais pas trop si en avançant, j'allais me retrouver à un endroit assez plat pour mettre ma tente et me sentir en sécurité et être suffisamment éloignée du chemin pour pas non plus être sur le chemin. Vous n'avez pas le droit de planter votre tente sur le chemin ou à proximité. Il me semble qu'il faut être éloigné à plusieurs mètres au moins. Et comme c'est souvent très étroit comme passage et que c'est beaucoup en forêt, je savais pas trop ce que j'allais trouver. Donc mon objectif, c'était d'avancer de camping en camping. Donc avec le guide Miam Miam Dodo, je prévoyais plus ou moins les campings où je voulais arriver et je me calculais comme ça les étapes. Donc j'ai pas respecté les étapes classiques qu'on peut faire dans la variante du Célé, puisqu'il y a 2 jours où j'ai fait à chaque fois 2 étapes dans la journée plutôt que d'en faire qu'une. Donc après c'est mon choix. J'avais qu'une seule semaine, j'avais que 5 jours sur place pour avancer, donc je pouvais pas me permettre de prendre un circuit de 8 jours qu'on est censé faire en 8 jours si je devais le faire en 5. Donc quelque chose où la vallée du Célé, en tout cas de Figeac à Cahors, qui se fait normalement en 7 jours, j'ai dû le faire en 5 pour aller un peu plus vite et être sûre de rentrer à temps pour reprendre les cours de yoga, tout ça. Donc c'est un peu comme ça que je me suis fait mes étapes. En gros, j'ai fait... Je vais juste revérifier comme ça, je vous dis pas de bêtises, mais j'ai fait de Figeac, je regarde en même temps, de Figeac à Espagnac, en tout cas j'ai dormi à Bringues, pour ceux qui situeront, donc j'ai dormi au camping pile entre Espagnac et Bringues, donc je suis allée un petit peu plus loin qu'Espagnac. Normalement, l'étape classique, c'est Figeac, Espagnac, Sainte-Eulalie, à peu près, ce genre de choses. Donc moi, je suis juste allée un tout petit peu plus loin. Après, j'ai fait Espagnac, Marcillac sur Célé. C'est ça. Là, c'était la plus courte. Espagnac, Marcillac sur Célé, je crois que c'était 17 km. Là, j'en ai profité pour me poser un peu parce que la première étape, le premier jour, j'ai marché quasiment 35 km. Donc le deuxième jour, je me suis posée un peu. Ensuite, c'était le troisième jour. Troisième jour, c'était le plus difficile. C'est souvent le plus difficile le troisième jour. Deuxième jour, vous êtes encore un peu dans le rythme du premier. Donc même si le premier, j'avais bien avancé, le troisième, il m'a un peu mis manque de peau. C'est là que je devais avancer. Donc je suis partie de Marcillac sur Célé. Je suis passée à Sauliac sur Célé où là, normalement, on s'arrête. Et en fait, j'ai continué jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie, en passant par le chemin de Halage. Et donc, j'ai dit qu'on s'arrêtait à Sauliac, mais en fait, en général, l'étape, elle est de Espagnac à Cabreret, puis après Cabreret, Saint-Cyr-la-Popie. Et moi, j'ai fait direct tout d'une traite. Je me suis arrêtée pour manger à Cabreret, mais je n'ai pas dormi à Cabreret parce que je voulais continuer jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. Il me restait encore facilement 12 km bien. Et du coup, depuis Cabreret, après, je suis allée vers Saint-Cyr-la-Popie en passant par le chemin de Halage, du coup, celui dont je vous parlais, taillé dans la roche. C'était trop cool. Arrivée à Saint-Cyr-la-Popie, j'étais honnêtement, les 2 derniers kilomètres, j'étais dans un état un peu second. La marche, ça peut faire ça aussi. Ça va avec la fatigue, le corps est épuisé et j'étais dans un état un peu... C'est une journée où j'ai beaucoup pleuré, où c'était très difficile, difficile pour moi en fait, pas tellement difficile en termes de parcours. Alors il y avait du dénivelé, mais c'est pas... je sais que mon corps peut le faire. C'est plus que c'était difficile parce que je me suis retrouvée face à des... on se retrouve face à soi-même en fait, et du coup il y a des grosses montées d'émotions qui peuvent venir, des paysages qui vous en mettent plein la vue. Et à la fois, on est seul là avec les bruits de la nature et c'est intense, c'est une vraie introspection, c'est un vrai voyage à l'intérieur de soi. Donc ça a été une journée assez rude. Je suis partie très tôt parce que à Marcillac, j'ai pas très bien dormi au camping. En fait, le camping était fermé et n'ouvrait que pour les marcheurs et les pèlerins. Donc il y avait 5 tentes.
Mais le reste du camping n'était pas encore réellement ouvert. Il n'y a rien de plus glauque qu'un camping qui n'est pas ouvert. Du coup, avec la moitié des sanitaires ouverts, des sacs de ciment dans les toilettes, ce genre de trucs. Et ça m'a un peu... La journée, ça allait, et dès que le soleil s'est couché, que la nuit est arrivée, je me suis moins sentie... Il y avait une ambiance un peu spéciale, enfin en tout cas personnellement, je me suis pas sentie super bien, donc j'ai pas très bien dormi. Toutes les 45 minutes, je me levais, et en fait à 5 heures, j'étais réveillée. Et je me suis dit, bah range, et vas-y quoi. Donc je suis partie à 6 heures ce jour-là. Et en fait, au bout d'une demi-heure, j'étais déjà sur les hauteurs, j'ai eu un lever de soleil magnifique. Donc ça a annoncé une journée de fou. J'ai fait 32 ou 33 km ce jour-là jusqu'à Saint-Cyr-la-Popie. Et ça a été une de mes journées préférées, c'est juste que je suis passée par plein d'états. C'est cette journée-là aussi qu'il y a eu pendant 3 heures plus du tout de réseau. Et là aussi, ça m'a permis d'être encore plus dans l'introspection, d'être vraiment seule avec moi-même, de continuer d'avancer. Et ensuite, j'ai fait le 4e jour, je suis repartie de Saint-Cyr-la-Popie par le chemin de halage jusqu'à Pasturat ou Pastourat, je sais pas comment on dit, Pasturat, voilà. C'est un petit hameau au bord du Lot, du côté de Saint-Géry, tout ça à peu près. Et le lendemain, donc c'était mon dernier jour, il me restait à faire donc de Pasturat jusqu'à Cahors. Pas la plus ouf en termes de paysage. Alors les forêts en début de journée c'était cool, mais après l'arrivée sur Cahors c'est pas... Je sais pas en fait si c'est l'étape en elle-même qui est comme ça ou si c'est moi parce que je me disais que c'était mon dernier jour et que là je rentrais, j'avais vraiment un train à prendre dans l'après-midi. Je sais pas, mais ça m'a pas transcendé comme les 3 à 4 premiers jours. Mais c'est un petit peu comme ça que j'ai découpé mes étapes. J'ai beaucoup fait de façon à aller de camping en camping, à part le dernier jour où là j'ai été trop fatiguée pour atteindre le camping. Et c'est là que je me suis arrêtée dans le gîte relais de Pasturat. Mais voilà, c'est là que je me suis arrêtée dans le gîte pour mettre ma tente dans le jardin. Au final, je n'ai pas pu dormir dans ma tente parce qu'il y a eu de l'orage et énormément de vent d'un coup qui s'est levé juste après le repas. Au moment où moi je retournais me coucher, j'ai eu très peur. Il y a eu beaucoup de vent, donc en fait j'ai eu la présence d'esprit de commencer à ranger. Et là, les hôtes m'ont proposé d'aller dans le dortoir et de ranger mes affaires et de pas rester sous le vent, la pluie, l'orage toute la nuit, parce que vraiment ça n'a pas arrêté de la nuit. Donc j'ai bien fait de ranger mes affaires et je suis allée déposer mon sac de couchage sur un des lits dans le dortoir. J'ai attendu un peu parce que le soir j'avais un espèce de... comme un peu de l'adrénaline, ou je sais pas si c'était un peu le contre-coup de la journée, mais j'étais pas au lit à 20h quoi, j'avais encore de l'énergie, c'est ça qui est assez fou. Pourtant, je me levais très tôt, je me levais vers 6h, quoi, à part le jour où je me suis levée à 5h. Mais je sais pas, le soir jusqu'à 22h, j'étais encore tout à fait là, quoi, pas du tout fatiguée. Donc j'ai attendu à l'extérieur que, le temps de trier un peu mes photos de la journée, etc. Puis je suis allée me coucher, entre guillemets, je suis allée m'allonger dans le dortoir. On n'était que 3 dans le dortoir ce jour-là. La veille, ils avaient eu 17 personnes. D'un jour à l'autre, ça change. Il y avait un Danois de 70 ans passé, je pense, et une Belge avec moi, que j'avais déjà rencontrée du coup au moment du repas et un petit peu plus tôt dans l'après-midi en arrivant au gîte. J'ai tenu 1 heure dans le dortoir. Il y avait, alors forcément quand t'as l'habitude de dormir en tente toute seule avec juste le bruit des oiseaux et le bruit de la rivière, là c'était un peu beaucoup de bruit, de respiration, de flatulence, des bruits de ronflement, etc. C'était assez nouveau pour moi, je me suis pas sentie hyper à l'aise, j'étais à la fois contente d'être sur un matelas dans un lit et à la fois pas trop à l'aise. Il y avait de l'orage dehors, vraiment le mélange pas ouf. J'aime pas la nuit, j'ai déjà beaucoup de mal avec le fait de m'endormir, etc. Donc l'expérience n'était pas incroyable. J'ai tenu 1 heure, au bout d'1 heure je dormais toujours pas et là en fait je vous la fais très courte, mais là en gros le Danois s'est réveillé. Donc vous imaginez un mec de 70 ans et en fait il s'est réveillé, il a commencé à se masturber. Sauf qu'il y avait un espèce de faisceau lumineux, il avait laissé son téléphone déverrouillé. Donc en fait, moi, je devinais sa silhouette en ombre chinoise, donc au moment où il dormait, ça me dérangeait pas. Mais au moment où il s'est réveillé et qu'il a commencé à faire ça avec les bruits que vous imaginez,
plus l'ombre chinoise que vous imaginez aussi, ça m'a glacé le sang. Enfin, j'étais extrêmement choquée. Alors en soi, j'ai rien contre la masturbation, mais ça doit rester du domaine de l'intime pour moi et ça n'a rien à faire dans un dortoir mixte sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle. J'ai pas du tout compris ce qui s'est passé. Enfin, j'ai très bien compris justement ce qui s'est passé, mais j'ai pas compris Pour moi, c'est ni l'endroit, ni le moment, ni rien du tout. Je pense que lui devait se dire qu'on dormait toutes les deux et c'était pas une agression ni rien, mais moi je l'ai vraiment vécu comme ça. En fait, c'est du domaine de l'intime, donc ça m'a agressé que lui, dans son intimité, prenne la liberté de faire ça au milieu de tout le monde. Donc même si on n'était que 3 dans le dortoir et que le dortoir n'était pas plein, ça reste une chambre pas immense. Ça m'a vraiment gênée, si bien que j'ai décidé de sortir du dortoir. Donc lui, au bout d'un moment, est sorti pour aller aux toilettes pour se finir, je pense. Un plaisir. J'avais la gerbe, vraiment, j'avais envie de vomir. Ça m'a dégoûtée, ça m'a retourné le bide. Du coup, j'ai juste pris mon oreiller et mon duvet et je suis allée me coucher dans ma salle d'eau. Enfin, en gros, j'ai dormi pliée en 4 sous le lavabo dans ma douche. Voilà, mais juste pour moi, c'était impossible Enfin, j'aurais pas réussi à m'endormir à côté de lui, en fait, sachant ça. Ça m'a dégoûtée. Donc voilà. J'aurais préféré que ma seule expérience en gîte d'étape se passe autrement. Mais c'est comme ça. C'était ma dernière nuit. Après, je savais que j'allais rentrer chez moi, mais ça m'a touchée. C'est le genre de truc qui me... Je vais pas dire que je suis traumatisée, mais c'est le genre de choses qui me dérangent et que je trouve vraiment très profondément irrespectueuse, profondément intime aussi. C'est son intimité. J'ai pas du tout envie d'être témoin de quoi que ce soit, ni témoin auditif, ni témoin comment on dit, visuel de ça. Donc voilà, j'étais un peu... J'en ris aujourd'hui quand je le raconte. Mais c'était pas... Ça m'a vraiment profondément mis mal à l'aise au point que j'avais vraiment envie de vomir. Donc j'ai pas réussi à dormir en dortoir. Je le savais que c'était déjà quelque chose qui me mettait pas hyper à l'aise, mais je m'attendais pas du tout à ce qu'il fasse ça. Le lendemain au petit-déj, j'étais à côté de lui, ça me dérangeait encore. Enfin... Voilà, ce qui m'a aussi beaucoup gênée, c'est que quand j'en ai parlé aux hôtes, enfin aux propriétaires du gîte, le lendemain, c'est un couple de sexagénaires qui tient ça, donc ils avaient 65 ans à peu près. Ils l'avaient déjà trouvé, lui, le Danois, un petit peu bizarre la veille, donc je me suis dit, bon, ça c'est normal que sur le chemin, ça soit des dortoirs mixtes, mais si déjà vous avez un mauvais pressentiment envers une personne qui a déjà des gestes qui sont un peu déplacés et tout ça, c'est bizarre de le laisser... en dortoir mixte, mais soit, si c'est comme ça. Et quand j'en ai parlé, le mari a plutôt bien réagi et m'a dit je vais faire un signalement sur notre groupe WhatsApp des hébergeurs, ceux qui vont être plus en aval sur le chemin pour préciser qu'il ne faut pas que cette personne-là soit, dans l'immédiat en tout cas, en dortoir mixte. Et il a eu quand même une réaction assez protectrice vis-à-vis de moi. Il a vraiment été... il a trouvé les bons mots, en tout cas, je trouvais, et était assez choqué de ce qui s'était passé. Et sa femme, par contre, pour le coup, pas du tout. Donc je sais pas si c'est cette génération de femmes qui voilà, niveau culture du viol et tout, est pas hyper au fait de tout ça. Mais ça m'a choqué que ça soit une femme qui me dise ça. Mais en gros, elle a eu une réaction de... oh ben c'est naturel, quand je lui ai dit que moi ça m'avait gênée, que j'étais sortie pour dormir dehors, elle a levé le yeux au ciel, elle a soufflé, elle m'a dit oui bon en même temps il est avec 2 femmes dans un dortoir, c'est naturel, hein, c'est pas on se bouche les oreilles et on s'endort, voilà. Véridique, donc voilà, un peu spécial. Ça m'a dérangée, je lui ai gentiment expliqué que pour moi c'était pas du tout ok et que visiblement pour personne d'autre à part elle, mais soit. Après de toute façon on devait continuer le chemin donc je suis partie, mais je me souviendrai de la manière dont elle m'a regardée et la manière dont elle m'a dit ça m'a... Venant d'une femme, je me suis dit bon il y a encore du travail puisque visiblement elle a pas vu où était le problème, mais ok. Donc voilà pour mon expérience en gîte. Je dis pas que c'est ce qui arrivera à chaque fois, je dis juste que ce genre de comportement, surtout masculin, malheureusement, c'est le comportement qu'on peut retrouver dans la vie en général et ils sont pas... le chemin n'est pas épargné de ce genre de comportement. Donc, prochaine question, on m'a demandé si c'était safe pour une femme seule de le faire.
si c'était dangereux d'après moi de le faire seule. Alors moi je me suis régalée de le faire toute seule. Donc mis à part ce souci dans le gîte, mais honnêtement comme moi j'avais prévu de faire que du camping, ça m'a pas perturbée, à aucun moment je me suis sentie en insécurité. Donc je dirais que justement la vallée du Célé, et j'ai des amis aussi on en avait parlé, m'avaient dit que la vallée du Célé c'était assez, comme c'est très touristique comme endroit, que c'est beaucoup de personnes âgées, retraitées, camping-caristes qui font un peu ce coin-là du Lot. Honnêtement, toute seule avec son sac à dos, on se sent pas en insécurité même dans les coins les plus paumés. Juste gardez en tête que vous êtes seul quand vous le faites. Gardez en tête qu'à plein d'endroits, vous êtes assez isolé du moindre village. Voilà, faut l'avoir en tête. C'est valable aussi pour le début du chemin. Je pense au lieu-dit Le Sauvage, quand on part du Puy. C'est un coin on n'est pas loin de la Lozère, mais on n'y est pas encore. On est quand même dans des très grandes forêts isolées. Voilà, faut juste garder ça en tête. Moi, j'avais une petite bombe au poivre avec moi au cas où. Mais au final, j'ai pas eu à l'utiliser et je me suis jamais sentie en insécurité. Mais je dirais ne pas oublier déjà que vous n'êtes pas toute seule, qu'il y a aussi d'autres personnes sur le chemin, vous allez en croiser d'autres, donc ça va. Mais la seule chose que je faisais, mais parce qu'en fait j'ai déjà le réflexe de le faire dans la vie, c'est quand quelqu'un me demandait jusqu'où j'allais aujourd'hui, donc surtout au camping le matin, ce genre de choses, même si c'était un autre pèlerin, et souvent des hommes, je donnais pas la destination exacte de ma journée. Je disais jusqu'où je pourrais aller avec mes jambes ou ce genre de choses, jusqu'où mes jambes me porteront. Mais comme ça, je ne leur donnais pas mon point d'arrivée en fait. Voilà. Mais parce que c'est déjà quelque chose que je fais dans la vie, en fait, je pars du principe que les gens n'ont pas à savoir ce que vous faites, n'ont pas à savoir où vous allez, enfin ça ne les regarde pas. Donc quand c'était des femmes, je pouvais le dire parce que je sentais que c'était plus un truc de est-ce qu'on va se retrouver au camping ce soir aussi. Donc là, il y avait plus un truc de partage, mais j'avoue que quand c'est des hommes seuls, en fait, je restais très très floue sur ma destination du jour. Voilà. Mais c'est quelque chose que je fais dans la vraie vie pour les hommes. Je suis toujours très très méfiante. Parce que la vie m'a montré que je ne pouvais pas leur faire confiance, tout simplement. Donc voilà. Est-ce qu'il y a un budget à prévoir? Si oui, combien environ? Moi, j'ai calculé en termes de nourriture et de logement, puisque le reste, je me suis déplacée qu'avec mes petits pieds. J'en ai eu, donc sans compter le train, aller-retour Figeac et Cahors et tout. J'en ai eu pour 180 € pour 5 nuits et 5 jours de marche. Sachant qu'en fait, en termes de budget, une nuit en camping va de 4 € à 20 €. Tout dépend le style de camping où vous allez et à dispo aussi. Certains villages n'ont qu'un camping municipal, vous allez payer 5 € la nuit. Et d'autres où c'est plutôt des camping club un peu, moi j'appelle ça, donc des beaucoup plus gros campings où là en général si vous voulez avoir l'électricité sur votre emplacement ça ira de 18 à 22 €. Donc moi j'en suis aux alentours de 180 € pour mes 5 nuits, 5 jours, mais je pense que ça peut être beaucoup moins et ça peut être beaucoup plus si vous avez choisi de vous faire porter vos bagages, si vous avez choisi d'être en gîte tous les soirs en demi-pension, donc repas du soir et petit déjeuner. Moi, j'ai pris que 2 petits déjeuners sur mon chemin. Donc tout dépend. Il y a aussi des hébergements et des repas qui sont en donativo, donc en donation, où vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens. J'allais dire de vos besoins, mais vous donnez ce que vous voulez en fonction de vos moyens, bien sûr. Donc certains endroits ne prennent pas la carte. Donc moi, j'avais pas mal de cash avec moi. Parce que aussi c'était précisé sur le trajet que dans la vallée du Célé, il y avait très peu de distributeurs. Je crois qu'entre Figeac et Saint-Cyr-la-Popie, il n'y en a pas dans les villages. Donc en fait, certains prennent la carte, j'avais ma carte. Et pour les autres, j'avais prévu quand même de l'espèce au cas où, mais c'est à prévoir parce que c'est des zones aussi très rurales où vous n'allez pas forcément tomber dans un village avec un distributeur ou une banque. Donc c'est à prévoir. De par tes 2 expériences, quels conseils peux-tu partager? Je pense que ça sera un petit peu un condensé de tout ce que j'ai déjà dit. Je réfléchis en même temps, mais je trouve que c'est une super belle expérience à vivre seule. C'est aussi très beau à faire en couple, à faire en famille, à faire avec des amis. Je pense que quel que soit le format un peu que vous choisissez, c'est incroyable.
Si c'est la première fois que vous faites une randonnée de ce type sur plusieurs jours, je pense que 4-5 jours, c'est très bien pour commencer. Avec Raphaël, on a fait 4 jours l'année dernière, j'ai fait 5 jours toute seule. C'est plus ou moins le format qui est cool quand vous randonnez un petit peu, mais vous avez jamais fait plusieurs jours. C'est idéal, je trouve. Parce que c'est à partir du 3e jour qu'on commence un peu à y prendre du plaisir et qu'on commence à prendre le rythme. Donc c'est dommage de s'arrêter au 3e jour. Le 3e jour, c'est aussi un peu le plus difficile parce que c'est là que vous débloquez des trucs. Donc 4-5 jours, c'est super. Et honnêtement, moi, je le recommande parce que c'est à faire si vous avez les capacités physiques de le faire. Faites-le parce que ça, pas forcément sur les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle, ça peut être sur d'autres chemins, d'autres GR, mais ou même à l'étranger. J'ai une amie qui a fait ça avec une amie à elle à pied en Écosse. Ça avait l'air incroyable et pareil, dans mes souvenirs, c'était sur peut-être une semaine ou 10 jours, je sais plus exactement. Mais pareil, ça a l'air incroyable et pour moi, c'est le genre d'expérience... Il n'y a rien de plus satisfaisant d'avoir relié 2 villes rien qu'avec vos petits pieds. Je trouve ça trop bien quand je dézoomais après sur la carte et que je voyais que j'ai relié Figeac à Cahors toute seule avec mon sac à dos à pied. C'est hyper satisfaisant. Enfin, je trouve ça trop cool, donc je recommande. Et après, mes conseils, vous les avez eus tout le long de l'épisode un petit peu, je pense. Si j'ai d'autres choses, je vous le rappellerai. Est-ce que tu vas continuer l'an prochain ? Oui, j'aimerais beaucoup, j'en ai déjà parlé à des amis, j'aimerais énormément qu'on le vive ensemble. Soit un bout du chemin, soit la voie de Rocamadour ou commencer un autre itinéraire ensemble. Peut-être que moi je repartirai toute seule aussi quelques jours, il y a des chances. Je sais pas encore, mais il y a des chances parce que ça m'a vraiment plu et j'aimerais énormément que Raphaël puisse être avec moi aussi l'année prochaine, ça serait incroyable. Je suis partie seule parce que ça s'est fait comme ça, mais c'est vrai que de base, c'est quelque chose qu'on a commencé ensemble. Et pour moi, c'est hyper important qu'on le continue ensemble, en fait. C'est trop précieux. C'est un vrai symbole de l'avoir démarré ensemble au puits, donc continuer ensemble, c'est trop important pour moi. Est-ce que ce voyage t'a apporté ce que tu souhaitais ? Comme je le disais au début, je sais pas ce que je souhaitais. Peut-être de juste le faire en sécurité et de voir un petit peu de quoi j'étais capable en solo. Et ça, oui, ça me l'a apporté 1000 fois d'ailleurs. Je me suis retrouvée à penser à plein de choses, à refaire mon petit monde. Et juste d'être seule, ça m'a rechargée. Je me sens pleine d'énergie là pour redémarrer pour la saison d'été. J'ai eu des choses pas faciles ces derniers mois, comme je vous disais dans l'épisode précédent. C'était pas hyper fun d'ailleurs. J'espère que je vous ai pas trop cassé le moral, cassé la dynamique. Mais ouais, là, vraiment, ça m'a rechargée à fond. Je me suis sentie hyper forte, j'étais hyper fière de le faire et je me suis sentie à ma place. Donc je sais pas ce que je partais chercher, mais je pense que je l'ai trouvé. Juste, ça se manifeste pas, c'est ce que je disais au début. Je sais pas du tout comment l'expliquer. Mais en tout cas, je pense que j'ai trouvé ce que je cherchais. En tout cas, je sais pourquoi j'étais là-bas. Enfin, je sais que j'y étais. Après, pourquoi, je sais pas. Mais vous voyez, ça se mélange un peu, donc je pense qu'au fond, je sais. Quelle étape t'a semblé la plus belle ? Honnêtement, la vallée du Célé, je conseille 1000 fois. Je sais que j'ai discuté avec des personnes, la vallée du Lot, en continuant par le GR65, c'est chouette aussi. Mais j'avoue que la vallée du Célé, je vous le recommande vivement. Les paysages sont sublimes, il y a des forêts incroyables, on se croirait dans la jungle. Il y a des plateaux magnifiques, tous les villages que j'ai traversés sont très beaux. Beaucoup d'histoires, beaucoup de légendes, c'est vraiment une région qui m'a beaucoup parlé, beaucoup touchée. Les paysages sont très beaux. Saint-Cyr-la-Popie, c'est magnifique si vous connaissez un petit peu, même sans passer par le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, juste y aller. Je vous recommande vivement, c'est très très beau. Il y a beaucoup de grottes. J'entendais aussi beaucoup de peintures préhistoriques. On les voit pas forcément, mais c'est ce que je disais en rentrant quand j'en parlais à mon entourage. Mais c'est vraiment une région qui a toujours connu l'homme, en fait. Il y a toujours eu des hommes depuis toujours dans l'histoire, dans ces régions-là. Et on sent que voilà, il y avait à la préhistoire, il y avait déjà une présence humaine. À l'époque romaine, il y avait aussi. Au Moyen-Âge, c'est encore très imprégné du Moyen-Âge. Et je sais pas, on sent que c'est une terre chargée d'histoire, chargée de légendes, et ça m'a beaucoup parlé.
Donc je vous recommande la vallée du Célé. La journée que j'ai préférée, c'est de Marcillac à Saint-Cyr-la-Popie, la journée où j'ai fait 2 étapes en une, donc qui passe par Cabreret. Mais honnêtement, là, ces 5 jours, je me suis régalée. Vraiment, vraiment, vraiment. À part les 2 dernières heures en arrivant à Cahors, parce qu'on longe le Lot et on est au bord de cultures et de champs, donc c'est moins mon truc. Mais c'était magnifique. Des falaises, des paysages sublimes, des levées de soleil magnifiques. Les gens sont très gentils. Je suis très touchée aussi par la gentillesse des gens en général. Enfin, j'aime bien les gens gentils. Et là, pareil, ça s'est vérifié. J'ai toujours été bien accueillie. Donc ouais, ça compte beaucoup pour moi en tout cas. Et est-ce qu'il y a une dimension spirituelle reliée à l'histoire religieuse de ce chemin pour toi ? Encore une fois, je sais pas pourquoi je le fais. Moi, je suis pas... donc c'est un pèlerinage catholique. Moi, je suis pas catholique. J'ai une éducation chrétienne. J'ai des rêves. J'ai beaucoup de rêves d'éducation religieuse. J'ai beaucoup été dans des lycées privés, lycées très religieux. Donc j'ai beaucoup de références. Je sais de quoi je parle un petit peu. Parce que ça me plaît aussi en termes d'histoire et de légende, là aussi. Mais je ne le fais pas pour une raison religieuse. Je ne sais pas si c'est pour une raison spirituelle non plus. Je pense qu'il y a de ça. Mais c'est pas central. Je le fais avant tout pour moi. En fait, je sais pas comment l'expliquer. Mais là, je pense que je l'ai fait pour me retrouver un petit peu. Pour me poser après ces mois de mouvement et de tumulte, parce qu'au-delà du mouvement, j'ai vraiment été beaucoup secouée, vraiment des mois de tempête, on va dire. Et là, je l'ai fait pour poser un peu tout ça, pour me retrouver. C'est vrai que j'ai prié, j'ai médité, j'ai pas fait de yoga, mais je me suis posée, j'ai beaucoup fait de respiration, de méditation, même durant mes petites pauses dans la journée. Donc il y a une dimension spirituelle, c'est juste que je la nomme peut-être pas comme telle. Et je pense que je la ressens plutôt que de faire pour. Je sais pas comment. Je la vis en fait. Je la vis plutôt que d'être dans le faire. Donc c'est encore pas super clair. Je sais pas quel mot mettre dessus, mais je pense qu'il y a quand même une dimension spirituelle à ça. C'est juste que je le garde vraiment à l'intérieur de moi et c'est très intime. Mais après, je le fais pas pour l'aspect relique de Saint-Jacques à Compostelle, alors que, bon, techniquement, il n'y a pas réellement ces reliques, on ne sait même pas s'il y a réellement été dans sa vie. Donc tout ça est un peu remis en question aussi, mais moi, ce qui me parle, c'est que on parcourt tous ces chemins, plus ou moins dans le même sens. On ne sait pas forcément pour quelle raison, mais en fait, on finira tous plus ou moins au même endroit, ou en tout cas, on se croise sur le chemin, et c'est une belle métaphore de la vie aussi. Et je pense que c'est ça qui me touche beaucoup, c'est qu'en fait, on est tous là, un peu comme en retraite de yoga aussi, où je vous dis, on se retrouve toutes là. On vient pas forcément pour les mêmes raisons, on vient pas des mêmes univers. Peut-être que dans la vie, on se serait jamais croisés, on se serait jamais parlé, on se serait jamais considéré même. Et pourtant, on se retrouve là et on va vivre un bout de chemin ensemble. Et pour moi, c'est un peu ça, les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc voilà, c'est un peu... je pense que ça peut quasiment être le mot de la fin. Donc voilà. En tout cas, c'est un petit peu comme ça que je le vois. J'espère que je vous aurai donné envie de parcourir un petit bout de chemin sur ces chemins-là. Et peut-être de le faire en entier jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle. Mais en tout cas, ouais, moi, c'est une aventure vraiment incroyable et transformatrice que je souhaite à beaucoup de personnes, en tout cas celles qui ont envie de vivre ce type d'aventure, ou même juste 5 jours, c'est déjà incroyable. Je suis très fière de l'avoir fait toute seule. Et merci à toutes les personnes qui m'ont posé des questions pour cet épisode, qui m'envoyaient des messages quand j'étais sur le chemin, sur Instagram. Merci du fond du cœur et j'ai hâte d'avoir vos retours suite à cet épisode. C'est un petit peu différent que d'habitude, mais c'est un vrai témoignage d'une expérience qui aura marqué ma vie d'adulte, je pense. C'est un des moments les plus marquants de ces dernières années pour moi, donc voilà, je voulais vous en partager un petit bout. Merci beaucoup de m'avoir écouté en tout cas, et on se retrouve sur Instagram nuo.yoga, nuo.yoga, ou sur club.dorloté avec 2 E. Pensez à mettre 5 étoiles, à noter le podcast si vous l'écoutez sur Apple Podcast ou sur Spotify. Je crois que c'est les 2 seules plateformes où on peut noter. Mais si cet épisode vous a plu,
Vous pouvez mettre une petite note, 5 étoiles de préférence, ça m'aide beaucoup. Et ça soutient beaucoup tout ce travail que je fais avec le podcast et tout ce que je vous partage. Ça me touche beaucoup en tout cas. Prenez bien soin de vous, on se retrouve très vite. Bisous!